Le jour J, célébré mondialement comme un moment crucial de la victoire des Alliés sur le régime nazi. Tellement que des livres et des films ont été réalisés sur ce jour fatidique, mais principalement du point de vue des Alliés. Qu'en est-il du point de vue allemand? Quelles actions ont mené à leur défaite? Revisitons exactement ce qui s'est passé le jour J, mais à travers les yeux des forces armées allemandes. 6 juin 1944, 10 h du matin. L'air est épais de fumée et de l'odeur âcre de la poudre à canon. Le grondement incessant de l'artillerie et les cris des hommes résonnent sur le sable trempé de sang. L'endroit. Omaha Beach, Normandie, France. L'invasion alliée de la France, le jour J, est en cours. Le caporal Heinrich Falk, un jeune soldat nazi, se blottit derrière un bunker en béton en ruine. Il a à peine le contrôle du tremblement de ses mains, alors qu'il tente de recharger son fusil. Derrière lui, la mer est remplie de bateaux de débarquement alliés, déposant des vagues de soldats sur le rivage. Alors qu'ils envahissent la plage, il peine à comprendre. Comment en est-on arrivé là? Comment n'avons-nous pas vu cela venir? Quelques jours plus tôt, le 3 juin 1944, il avait été présent dans le bunker de commandement allemand à Padikali, où le site de l'invasion alliée imminente était débattu. La pièce était faiblement éclairée, l'air lourd de tension des soldats aguerris au combat. Des cartes du littoral français étaient étalées sur une grande table marquée de punaises rouges et bleues, indiquant les sites potentiels de débarquement alliés. Oberlieutenant Klaus Reinhardt, un officier chevronné avec un esprit froid et calculateur et un cœur encore plus froid. Il arpentait la pièce, ses bottes claquant contre le béton, ses pas résonnant comme un métronome qui décomptait jusqu'à l'inévitable catastrophe. Ils atterriront ici, à Patakali, a déclaré Reinhardt en pointant la carte du doigt. C'est la traversée la plus courte depuis l'Angleterre. C'est le lieu logique d'atterrissage. Heinrich, mal à l'aise, s'est redressé près de la porte. Il avait à peine 20 ans et ça se voyait. Mais ses yeux racontaient l'histoire de ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Il avait suffisamment vécu pour comprendre que la logique importait peu durant la confusion des combats. « Mais s'il refuse, monsieur ?» demanda-t-il avec précaution. « Et s'ils choisissent la Normandie ?» Reinhardt s'est brusquement immobilisé et a fixé Heinrich de son regard d'acier. « La Normandie. Impossible. Les plages sont trop exposées et le terrain est difficile. Les Alliés ne sont pas idiots, Falk. Ils viendront là où on les attend le moins, mais où on est le mieux préparé. » Heinrich acquiesça, peu convaincu. Il avait entendu les rumeurs selon lesquelles les Alliés avaient diffusé de fausses informations, suggérant une attaque sur Calais, au lieu de l'emplacement réel. Ces doutes étaient extrêmement bien fondés. En mars 1944, les Alliés avaient lancé une campagne de désinformation appelée Opération Fortitude North, dans le but de convaincre les Allemands qu'une invasion alliée de la Normandie était imminente. L'opération a été un succès. Des troupes et des ressources allemandes précieuses avaient été détournées de la France, mettant en mouvement les premiers dominos pour l'invasion de la Normandie qui allait suivre. Encouragés par le succès, les Alliés ont lancé l'opération Fortitude Sud. L'opération a employé des agents doubles, tels que Juan Pujol Garcia, alias Garbo, pour fournir de fausses informations aux renseignements allemands. Le réseau de faux espions de Garbo a signalé l'accumulation de la First United States Army Group, renforçant l'illusion d'une attaque imminente sur Pedigali. First United States Army Group, abréviation de First United States Army Group, était une force entièrement fictive, inventée de toutes pièces par le commandement allié, afin de tromper les Allemands quant à l'endroit où les Alliés débarqueraient en France. Cette force fictive était soi-disant commandée par le général George S. Patton, un commandant militaire respecté et craint par les Allemands. Stationnée dans le sud-est de l'Angleterre, elle utilisait des chars gonflables, des engins de débarquement factices et du trafic radio fictif. Suite à l'interception de ces transmissions, les Allemands sont tombés dans le piège. Quelques semaines avant le jour J en mai 1944, la salle de contrôle du haut commandement allié à Londres bourdonnait d'activité. Des cartes et graphiques jonchèrent les surfaces, marquées de flèches, lignes de bataille et du poids de l'histoire. Au centre se tenait le général 500 White, 500 Eisenhower, commandant suprême de la force expéditionnaire alliée, balayant la pièce du regard. À ses côtés, le lieutenant-général Frederick E. Morgan, son fidèle chef d'état-major adjoint, murmurait des mises à jour. Mais l'homme qui détenait le véritable secret de leur stratégie n'était qu'à un pas. Le colonel David Strangeways, le cerveau de l'opération Bodyguard, la tromperie la plus audacieuse de l'histoire militaire. Sous son ombre, Fortitude Nord et Fortitude Sud étaient en mouvement. Des illusions calculées qui, si elles réussissaient, briseraient les défenses allemandes. « Messieurs », commença Eisenhower d'une voix calme et ferme, « la réussite d'Overlord repose sur notre capacité à duper l'ennemi. Si la Normandie est soupçonnée, nous sommes perdus. » Le colonel Strangeways s'est avancé, un sourire malin aux lèvres. « Le terrain est déjà préparé, monsieur. Les Allemands croient que Patakali est dans notre cible. Ils ont mordu à l'hameçon.
Il avait raison. Comme l'a exprimé Reinhard de Falck dans le bunker de commandement allemand, les nazis étaient convaincus que Patton mènerait l'assaut principal sur Patakali car c'était le point le plus étroit de la Manche. Dans les jours et les mois précédant le jour J, Garbeau enverrait des centaines de messages à ses responsables allemands, les distrayant de l'assaut à venir. Même dans les jours suivant les débarquements en Normandie, Garbeau continuait à dire aux Allemands que l'attaque ciblerait Patakali. Pour les nazis, Garbeau était une source fiable, et fut même décoré de la Croix de Fer pour ses services. Mais les Allemands ignorèrent que Garbeau était en réalité un agent double, l'un des plus efficaces du système de double jeu. Cette opération, sous le contrôle du service de renseignement britannique Military Intelligence, Section 5 était une opération de contre-espionnage ingénieuse et très efficace qui ciblait les espions allemands et les transformait en agents doubles pour les Britanniques. Grâce à la tromperie de Garbeau, 2 jours avant le jour J, la plupart du commandement allemand ignorait toujours que le véritable site de débarquement serait en Normandie, et non à Patakali. Le 4 juin, les hommes de la 352e division d'infanterie s'acquittent de leur devoir, fortifiant la côte normande avec du fil barbelé, des mines et des barrières de béton. La 352e division d'infanterie était l'une des unités les plus expérimentées et les mieux équipées du mur de l'Atlantique. Leurs positions sont soigneusement disposées pour créer des champs de tir qui se chevauchent, garantissant que toute troupe avançant sera exposée à un feu nourri provenant de plusieurs directions. Le sergent Erich Bauer, un vétéran au visage buriné, interrompt son travail pour s'essuyer le front avec sa manche. Bauer a vu assez de guerre pour savoir qu'aucune quantité de préparation ne peut garantir la victoire. Falk! Bauer aboie, en repérant Heinrich qui sort du bunker. Arrête de rêvasser, et au travail! Ces mitrailleuses ne vont pas se nettoyer toutes seules. Heinrich salue et rejoint les autres, en vitesse. Malgré son travail, il a le sentiment qu'un mal pire que tout ce qu'ils imaginent arrive bientôt. Il craint que les préparatifs allemands intensifs pour l'invasion imminente ne soient pas à la hauteur de l'assaut allié final. Les préparatifs du mur de l'Atlantique ont débuté en décembre 1941. En mars 1942, le chancelier Adolf Hitler a émis la directive numéro 40, ordonnant la construction d'une défense côtière le long de l'Atlantique et de la mer du Nord. TOT, un groupe d'ingénierie civile et militaire, a entamé la construction massive de bunkers, positions de tir et obstacles, suivant la directive hitlérienne. La construction et la constitution du mur de l'Atlantique étaient supervisées par des hauts dirigeants militaires allemands. Le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant en chef de l'Ouest, était responsable de la défense de l'Europe de l'Ouest. Cependant, c'était le maréchal de terrain, Erwin Rommel, nommé par Hitler en novembre 1943 comme inspecteur du mur de l'Atlantique, qui avait apporté un nouveau sens d'urgence au projet. Rommel, le célèbre renard du désert, avait vu de première main la puissance dévastatrice de la supériorité aérienne alliée en Afrique du Nord et était déterminé à empêcher une répétition sur le continent européen. Suite à sa nomination en tant qu'inspecteur, Rommel a immédiatement commencé à visiter les défenses, qui s'étendaient des falaises balayées par le vent de la Norvège aux plages sablonneuses de Normandie et au-delà, jusqu'en Espagne. Il avait réclamé des améliorations et des renforts, affirmant de façon prémonitoire que la guerre ne serait ni gagnée ni perdue sur les plages. Nous devons stopper l'ennemi au bord de l'eau avant qu'il n'établisse une tête de pont. Les défenses étaient conséquentes, exigeant beaucoup de travail et de matériaux. L'organisation TOTA employait environ 500 000 travailleurs, y compris des travailleurs forcés des pays occupés. Le béton, l'acier et le bois ont été réquisitionnés dans toute l'Europe, souvent au détriment des infrastructures civiles. Le travail était difficile et très dangereux. Des milliers de travailleurs sont décédés d'épuisement, de malnutrition et des bombardements alliés. Les soldats allemands manœuvrant les défenses ont connu des conditions ardues, avec des ressources insuffisantes et la menace permanente des attaques aériennes alliées. Mais malgré leurs difficultés, plus de 15 000 bunkers ont été construits, abritant des mitrailleuses, de l'artillerie et des postes d'observation. Ces bunkers étaient souvent construits dans des falaises ou des dunes pour une couverture maximale. Rommel a également ordonné l'installation de millions d'obstacles défensifs, y compris des piquets en bois, des hérissons en acier et des tétraèdres en béton conçus pour entraver les engins de débarquement et les chars. Des millions de mines terrestres posées le long du littoral et à l'intérieur des terres ont créé des barrières mortelles pour les troupes en progression. Et pour couronner le tout, de lourds canons côtiers, tels que les énormes batteries de 155 mm et de 210 mm, ont été positionnés stratégiquement le long de la côte pour cibler les navires alliés et les engins de débarquement. En particulier, la ville portuaire critique de Cherbourg était entourée d'un anneau de fortification, comprenant des batteries côtières et des canons anti-aériens.
Le point le plus étroit de la Manche, Calais, a été le centre de beaucoup d'efforts de défense allemands, avec plus de 2000 bunkers et de vastes positions d'artillerie installées. Malgré les efforts, le mur n'a jamais été entièrement achevé, de nombreuses sections étant restées inachevées ou mal bâties. La Normandie avait encore des défenses importantes, surtout autour d'Omaha Beach, où se trouvait la 3e 152e division d'infanterie expérimentée. Et c'est ici que Reinhardt, Falk et Bauer se sont retrouvés, alors que l'invasion se déroulait. Le 4 juin 1944, le temps est exécrable sur la côte normande, le ciel d'un gris sombre qui semblait refléter l'humeur des hommes. Heinrich monte la garde dans une casemate en béton surplombant la plage, ses jumelles braquées sur l'horizon. De retour au bunker, Reinhardt est de plus en plus agité. Les derniers rapports de renseignements sont contradictoires, créant une incertitude qui lui noue l'estomac. Et s'il nous avait déjoués? Fixant la carte, il marmonne pour lui-même. Et s'il venait d'ailleurs? Soudain, la sonnerie du téléphone le fait sursauter. Il décroche, sa voix tranchante. « Reinhardt !» répond-il. Une voix à l'autre bout est étrangement calme. « Oberleutnant, un message codé indique que les Alliés préparent une attaque, mais le lieu reste inconnu. » Reinhardt raccroche brusquement le téléphone, sa frustration débordante. « Maudits soient-ils tous !» La question que tout le monde se posait était « Où les Alliés vont-ils frapper ?» La réponse à cette question déterminera le destin du Troisième Reich, mais personne ne s'accorde sur ce qu'elle était. Au cœur de la confusion se trouve un désaccord fondamental entre les deux commandants allemands, les plus hauts gradés à l'ouest, que nous avons rencontrés plus tôt dans notre histoire. Le maréchal de terrain Gerd von Rundstedt, un commandant en chef de l'ouest pragmatique et expérimenté, et le maréchal de terrain Erwin Rommel, le commandant énergique et pratique du groupe d'armée B. Von Rundstedt, stationné dans son quartier général à Saint-Germain-en-Laye à Paris, est comme Reinhardt, convaincu que les Alliés viseraient Patakali, le point le plus étroit de la Manche. « C'est le choix logique, dit-il. Ils viendront là où nous sommes les plus forts, car ils n'ont pas le choix. » Cependant, Rommel a un autre point de vue. Depuis son quartier général au château de la Roche-Guillonne surplombant la Seine, il a passé des mois à renforcer la défense de la côte normande. Il croit que les Alliés pourraient opter pour la Normandie malgré ces défis, justement parce que les Allemands ne s'y attendront pas. Rommel prévient. Ils attaqueront nos points faibles, et ce sera bientôt. Ajoutant à la confusion, c'est Hitler lui-même. Au Berghof, sa retraite montagnarde à Berchtesgaden, le Führer oscille entre certitude et doute. Le 5 juin, il reçoit des rapports de renseignements contradictoires. Un rapport suggère que les Alliés prévoient une attaque de diversion en Normandie, avec l'assaut principal à suivre à Patakali. Un autre, le même rapport, basé sur les communications alliées interceptées, qui a tant frustré Reinhardt, laisse entrevoir une invasion imminente, mais le lieu reste incertain. Hitler, se fiant à son intuition tristement célèbre, déclare « Ils viendront à Cali. La Normandie est une feinte. » Pourtant, même lui ne peut se défaire d'un malaise persistant. Ce soir-là, lors d'une réunion tardive avec ses proches, il s'interroge « Et si je me trompais? Et s'ils étaient plus malins qu'on le croit ?» Au fil de la nuit, des ordres contradictoires se propagent dans la chaîne de commandement allemande. Le 5 juin à 22h, Rommel part de la Roche-Guillon pour voir sa femme en Allemagne pour son anniversaire. Il croit que le temps est trop mauvais pour envahir. Avant de partir, il ordonne à ses troupes de rester en alerte maximale et autorise le déploiement de ses redoutables chars Panzer près de la côte. Puis la tempête s'apaise. À minuit, la pluie cesse et les nuages se dispersent, révélant un croissant de lune. Un frisson parcourt l'échine de Heinrich. Quelque chose est sur le point de se produire. Mais avant que cela n'arrive, les Alliés commencent une dernière pièce magistrale de tromperie pour confondre les Allemands sur le site de l'invasion. Pendant la nuit du 5 juin, un 944, une flotte de petits bateaux et d'avions a largué des milliers de bandes d'aluminium connues sous le nom de fenêtres pour simuler une flotte d'invasion se dirigeant vers Patakali. En même temps, des parachutistes ont largué des mannequins et diffusé des enregistrements sonores de combat pour tromper davantage les Allemands. Vers minuit, les premiers parachutistes alliés des 101e, 82e divisions aéroportées américaines et de la 6e division aéroportée britannique atterrissent derrière les lignes ennemies pour sécuriser des positions clés. La bataille a commencé. Leur mission est de sécuriser les routes, les ponts et les villes clés pour empêcher les renforts allemands d'atteindre les plages. Mais les Allemands s'attendaient à ce genre d'attaque, et les pertes parmi les parachutistes qui atterrissent sont élevées. À 1h du matin, les stations radars côtières allemandes sont illuminées par une activité inhabituelle dans la Manche, mais les rapports sont rejetés comme une tromperie alliée ou des raids mineurs. À 2h du matin, des rapports signalent des parachutistes alliés atterrissant derrière les lignes ennemies en Normandie. Le général Erich Marx, commandant du 84e corps en Normandie,
reconnaît aussitôt la gravité de la situation. Il ordonne à ses troupes de se mobiliser et envoie des messages urgents à Rommel et von Rundstedt demandant des renforts. À 4 heures du matin, pendant que les nazis hésitaient, les premiers navires alliés ont atteint les plages normandes. L'ampleur de l'invasion est désormais indéniable, pourtant le haut commandement allemand reste paralysé par l'indécision. Von Rundstedt, convaincu que la Normandie était une feinte et que l'attaque principale viendra à Padakali, hésite à engager ses réserves. De retour sur la plage d'Omaha, Heinrich se réveille soudainement au son d'explosions lointaines. Il se lève d'un bond, saisissant son arme alors que Bauer entre brusquement dans le blockhouse. L'ennemi est là. Bauer crie, la voix emplie de peur et de détermination. « Les Alliés débarquent !» Le cœur de Heinrich s'emballe en prenant position à la mitrailleuse. Par la fente étroite du blockhouse, il voit l'horizon illuminé d'éclairs lumineux. Les navires animent la mer, leurs silhouettes sombres contrastant avec le ciel de l'aube. La première vague de barges de débarquement atteint la plage, déversant des centaines de soldats alliés sur le sable. Heinrich appuie sur la gâchette et sa mitrailleuse rugit, fauchant les hommes alors qu'ils luttent dans les vagues. L'air est rempli des cris des blessés et des mourants, et du rugissement assourdissant de l'artillerie. Ils avancent péniblement sur la plage, ralentis par les tirs intenses et les obstacles à franchir. Les pertes sont stupéfiantes, avec des unités entières clouées sur le sable ou dans l'eau peu profonde, abattues par le feu de Heinrich et ses camarades. Mais une aide décisive est en route. Le bombardement naval allié débute à 5 heures du matin. Les bombardiers alliés pilonnent les défenses allemandes en Normandie, visant bunkers, positions d'artillerie et obstacles de plage. La flotte principale de navires d'assaut se rapproche des plages. Pendant ce bombardement initial, plus de 1000 bombardiers larguent environ 13 000 bombes sur une période prolongée sur les Allemands. Cependant, beaucoup ratent leur cible Kojirán à cause de la visibilité réduite. Malgré l'offensive majeure en cours, le haut commandement allemand reste paralysé par l'indécision. Von Rundstedt, persuadé que la Normandie n'était qu'une diversion, reste en retrait. Rommel, à des centaines de kilomètres en Allemagne, essaie désespérément de retourner au front. À 6 heures, von Rundstedt accepte finalement la réalité sur le terrain et contacte le général Alfred Jodl, chef des opérations au quartier général d'Hitler. Jodl hésite à réveiller Hitler et refuse la demande, déclarant « Le Führer croit que l'attaque principale viendra à Cali. Nous ne devons pas être précipités. » Il a précisé qu'il ne fallait pas déranger le Führer. L'intensité des combats s'accentue. À 6h30, la première vague principale de troupes alliées débarque à Omaha Beach. La première division d'infanterie et la 29e division d'infanterie font face à une forte résistance de la 352e division d'infanterie, alors qu'elles tentent de débarquer. Des centaines d'entre elles sont fauchées par des tirs de mitrailleuses et d'artillerie avant même d'atteindre le sable. De nombreux chars Sherman Duplex Drive coulent dans les mers agitées ou sont endommagés par les nombreux obstacles érigés sur la plage par les Allemands, laissant l'infanterie sans soutien blindé. À 7 heures du matin, la deuxième vague de troupes débarque, mais elles ne s'en sortent guère mieux que la vague précédente. Sans le soutien des chars échoués, l'infanterie est forcée de compter sur leurs propres armes et le feu de couverture occasionnel des canons navals. Les ingénieurs s'efforcent de dégager des chemins à travers les obstacles, sous le feu des mitrailleuses et de l'artillerie allemande qui les anéantissent. Mais malgré le carnage, les énormes pertes et les progrès lents, les Alliés continuent d'arriver, sans relâche. Pour Heinrich et ses camarades soldats défendant la plage, cela semble être un flux interminable de troupes débarquant sur la plage, et le nombre impressionnant de troupes et leur détermination commencent à faire leur effet. Les mains moites, Heinrich recharge sa mitrailleuse. Le blockhouse est jonché de douilles vides. Son esprit est engourdi par l'horreur de la situation. Bauer donne des ordres à ses côtés, et Heinrich ne peut pas entendre ce qu'il aboie. Sa voix est noyée par le chaos. Bien que les Américains aient déjà subi plus de 2000 pertes, et que la plage soit jonchée de morts et de blessés, à 8 heures du matin, de petits groupes de soldats alliés commencent à percer. Avec des grenades, des torpilles Bangalore et une détermination à toute épreuve, ils nettoient des bunkers stratégiques et progressent sur les falaises dominant la plage. Les Allemands résistent farouchement, mais leur détermination commence à fléchir sous l'assaut incessant. À 9 heures du matin, le 2e bataillon de Rangers escalade les falaises de la pointe d'Oc, neutralisant l'artillerie allemande qui sème la destruction sur les forces alliées, sur les plages en dessous. Le tir naval dirigé par des observateurs avancés sur la plage pilonne les positions allemandes, réduisant au silence les bunkers clés et permettant à l'infanterie d'avancer. À 9h30, un obus touche le blockhouse de Heinrich et Bauer, projetant Heinrich au sol. Étourdi et les oreilles bourdonnantes, Heinrich lutte pour se relever. Bauer gît à proximité, perdant son sang. « Bauer !»
Heinrich crie à côté de Bauer, dont les yeux sont vitreux et la respiration superficielle. « Sortez d'ici, Volk !» halète-t-il. « C'est fini. » Heinrich secoue la tête en pleurant. « Je ne peux pas te laisser !» Cependant, Bauer l'a déjà quitté, son corps flasque dans les bras de Heinrich. Mais ce n'est pas le moment de faire le deuil. Vers 10 heures, les renforts alliés débarquent. Les destroyers navals s'approchent de la côte, offrant un appui-feu direct. Le cours de la bataille change de manière décisive lorsque les alliés sécurisent une emprise précaire sur la plage. Les défenseurs allemands, malgré leur acharnement au combat, manquent de plus en plus de munitions et d'hommes. Certains commencent à se rendre. Les alliés commencent à avancer à l'intérieur des terres et à établir une tête de pont. Incroyablement, ce n'est qu'à 10 heures du matin, 10 heures après le début de l'invasion, que Hitler est finalement informé de la situation. Sa première réaction est l'incrédulité. Il insiste que ce ne peut pas être l'attaque principale, que c'est un tour de passe-passe. Initialement, il refuse de libérer la 12e division SS Panzer et la division Panzer Lehr, deux des unités blindées les plus puissantes de l'Allemagne. Il veut une confirmation, mais il ne tarde pas à céder sous la pression de ses conseillers et donne l'ordre de leur libération. Cependant, leur avancée est entravée par l'écrasante supériorité aérienne alliée, qui bombarde et attaque sans cesse leurs colonnes. Quand les unités survivantes atteignent le front, les Alliés ont une position solide, avec la 29e division d'infanterie vers Verville-sur-Mer. Heinrich pense que l'opportunité de repousser l'invasion est désormais passée et qu'il est trop tard pour agir. À 10h30, il est seul sur la plage, son unité est décimée ou en fuite. Les Alliés avancent, leurs chars roulent sur la plage pendant que leurs soldats progressent. Les destroyers United States Ship McCook et Her Majesty's Ship Taliban, bombardant les positions allemandes, neutralisant les bunkers clés, permettant l'avancée des Alliés vers l'intérieur des terres. Heinrich sait que ce n'était qu'une question de temps avant que sa position ne soit submergée. Il inspire profondément, se préparant à ce qui va suivre. « Je ne fuirai pas », décide-t-il. « Je ne me rendrai pas. Je me battrai ici jusqu'à la fin. » À 11h, la première division d'infanterie avance vers Colleville-sur-Mer, à l'intérieur des terres. À midi, les combats sont aussi intenses que possible, les tireurs d'élite et les nids de mitrailleuses allemands, infligeant de lourdes pertes aux troupes avançant. À 14h30, la résistance allemande est grandement renforcée. La 12e division de Panzer SS, Hitlerjugend, comprenant environ 20 000 troupes équipées de chars Panther et Panzer IV, est en route pour le champ de bataille. Avec l'arrivée des Panzers, les Allemands montent une contre-attaque coordonnée. Des éléments de la 352e division d'infanterie, soutenus par la 12e division de Panzer SS, lancent une violente attaque sur les positions alliées à Colleville-sur-Mer. Les combats sont brutaux, avec de lourdes pertes des deux côtés. Cependant, les Alliés ont l'avantage du tir naval et du soutien aérien, ce qui aide à atténuer la contre-attaque allemande et à faire lentement basculer la bataille en faveur des Alliés. À 16h, les Alliés ont consolidé leur position et repoussé la contre-attaque allemande. La première division d'infanterie a sécurisé Colleville-sur-Mer, tandis que la 29e division d'infanterie tient Verville-sur-Mer. Les 2e et 5e bataillons de Rangers ont entièrement neutralisé les positions d'artillerie allemandes, pointées vers le crochet, bien que cela ait coûté cher. Alors que la soirée approche, l'élan de la bataille est clairement du côté des Alliés. Les Alliés ont établi une tête de pont à Omaha Beach, avançant vers l'intérieur et rejoignant les unités aéroportées pour établir des défenses. Les Allemands, malgré leur combat acharné, manquaient cruellement de munitions et d'effectifs. Dans le bunker de contrôle, Reinhardt maudit le téléphone hors service. Avant la coupure des lignes, on l'avait informé de l'arrivée imminente de la 12e division de Panzer SS. Soudain, une puissante explosion souffle la porte du bunker de ses gonds. L'explosion projette violemment Reinhardt contre le mur, le laissant en un tas froissé et brisé. Au moment où les soldats alliés traversent la pièce et atteignent son corps, il a rendu son dernier souffle. À minuit, la plage est jonchée de corps des morts, aussi bien allemands qu'alliés. Heinrich, son fusil dans les mains, est allongé parmi eux, les yeux ouverts, fixés sur le ciel. Les Alliés ont établi une tête de pont en Normandie, marquant un tournant décisif dans la guerre et le début de la fin pour les Allemands. La marée a tourné, sans retour possible. Au total, plus de 156 000 soldats des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'autres nations alliées ont débarqué sur les plages de Normandie le jour J. Près de 50 000 soldats allemands étaient postés le long de la côte normande pour les combattre. Plus de 7 000 navires, dont 4 000 engins de débarquement, ont été utilisés lors de l'invasion. Les Alliés ont également déployé des blindés spécialisés pour soutenir l'infanterie, y compris les chars Sherman Duplex Drive mentionnés précédemment, le Churchill Armored Vehicle Royal Engineers, ou véhicules blindés des ingénieurs royaux,
qui étaient équipés de mortiers et conçus pour détruire les bunkers et dégager les obstacles. Les chars à fléaux crabes, des Sherman modifiés avec des fléaux rotatifs pour détonner les mines et dégager des chemins à travers les défenses de la plage. Ils ont été soutenus par plus de 11 000 avions alliés, qui ont largué plus de 13 000 bombes sur les positions allemandes. En revanche, la Luftwaffe, ou l'armée de l'air allemande, autrefois la fierté de l'armée allemande, n'était plus que l'ombre d'elle-même au moment de l'invasion. Le jour J, seuls quelques avions allemands ont pu atteindre le champ de bataille, et ils ont été rapidement submergés par les milliers d'avions alliés qui dominaient le ciel. Les Alliés ont effectué plus de 14 000 sorties le 6 juin, tandis que la Luftwaffe en a géré environ 300. Après la bataille, les Alliés dénombraient environ 10 000 pertes le jour J, dont plus de 4 000 morts. On estime les pertes allemandes entre 4 000 et 9 000. L'immédiat après le jour J a vu les Alliés consolider leur tête de pont et avancer à l'intérieur des terres, malgré une résistance allemande acharnée. Le haut commandement allemand, conscient de la gravité de la situation, s'est empressé de renforcer ses positions, mais l'élan restait du côté des Alliés. La libération de la France avait débuté, marquant le début de la chute inéluctable du Troisième Reich. Pour les soldats des deux camps, la bataille était un terrifiant exemple de la cruauté de la guerre. C'était un rappel qu'à la fin, ce ne sont pas les généraux ou les politiciens qui perdent le prix, mais les hommes sur le terrain qui se battent et meurent, pour des causes qu'ils ne comprennent peut-être pas pleinement. Et pour Heinrich Falk et les innombrables autres des deux côtés qui sont tombés sur cette plage sanglante, leurs sacrifices, leur peur et leur courage ne sont maintenant qu'un souvenir englouti par le fleuve du temps. Mais si le commandement allemand avait réagi plus vite et mieux coordonné, le résultat de la bataille et le sort du monde auraient pu être très différents. Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.